Nous revenons avec nos chers amis Georges Eo, homme politique clé, Germain Pouli, directeur d'application de Togo Réveil et l'activiste panafricain russe Donkovi, direction le Bénin. Une attaque terroriste a eu lieu durant la nuit de mercredi à jeudi 2 décembre dans le nord-ouest du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. 2 soldats des forces armées béninoises sont décédés. Alors, Oris Donkovi, cette attaque intervient seulement 24 heures après un accrochage dans le lit du fleuve Mékrou, faisant un mort parmi les djihadistes. Il y a des inquiétudes à se faire. Oui, il y a des inquiétudes parce que le Bénin, c'est à côté, c'est tout juste à côté. L'opération dont parlait Germain, ça fait pas longtemps, ça impliquait le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'actuellement, le nord de ces régions, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, et on peut y mettre le Nigeria, est en proie à certaines inquiétudes, c'est-à-dire il y a une certaine fragilité. Et quand on sait que le nord de nos États, par exemple, alors déjà nos frontières sont friables, on a, comment dirais-je, une structuration de nos États qui font que, si vous voulez, l'intérieur du pays est souvent en griffe désolidarisé de la capitale. Donc ces régions ont des réalités très différentes de ce qui se passe par exemple à Lomé, dans les capitales, que ce soit Lomé, Cotonou, Accra, ainsi de suite. Et que très souvent, comme les frontières sont poreuses, il y a des zones de transhumance. Donc vous avez un certain nombre de peuplades qui vont partir du Nigeria pour venir au Togo, qui vont aller au Bénin, qui vont aller au Ghana, et ainsi de suite. Et c'est des zones conflictuelles. Il n'y a pas longtemps, au Bénin, vous avez eu des frictions entre les agriculteurs et les éleveurs peuls. Ouais. On a ces frictions-là au Togo, que l'État essaye tant bien que mal de gérer chaque année. Vous avez ces frictions-là au Ghana, ou au nord du Ghana, parfois vous avez des conflits. Pour la Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qu'il en est, mais voilà. Donc, grosso modo, oui, il y a quand même une certaine inquiétude parce que pendant très longtemps, nous avons été des États qui avons négligé l'intérieur du pays au point où ces populations de l'intérieur... Sur le plan sécuritaire. Alors, il n'y a pas seulement que sur le plan... par exemple, je prends par exemple le cas du Togo, il n'y a pas simplement que sur le plan sécuritaire, il y a sur le plan économique, il y a sur le plan de l'éducation, il y a sur le plan des infrastructures. Quelqu'un qui est à Kara va se sentir beaucoup plus proche de personnes qui sont à Natitingou. Eux, ils sont plus orientés Natitingou que Lomé. Vous avez des personnes qui sont à Dapaon qui vont être beaucoup plus orientées vers le Burkina que sur Lomé. Vous avez des personnes à Tapamé qui se tournent vers le Bénin. On a déjà eu au Togo, quand on prend la ville de Badou, on a déjà eu au Togo des gens qui ont enlevé le drapeau togolais pour mettre le drapeau ghanéen. Et le problème qui se pose, c'est que quand par exemple on prend le cas de l'éducation par exemple, comme les principales écoles sont à Lomé, du coup, toute la jeunesse qui normalement devrait reprendre le flambeau au sein de leur région pour poursuivre leur cursus, ils descendent à Lomé. Leur expérience de carrière, leur projection de carrière, elles se font à Lomé. Donc toutes ces régions, elles sont dépeuplées. Et comme elles sont dépeuplées, et comme très souvent, par exemple, il y a une boutade que l'on dit souvent sur par exemple, Kara, on dit Kara est plein lors de la période des Évalas. Quand la période des Évalas termine, le lendemain, Kara est vide, parce que tout le monde fout le camp. Kpalimé, je pense j'en parlais avec Georges tout à l'heure, c'est le week-end, les gens viennent le week-end, les gens finissent le week-end, pioum, les gens ils sont à Lomé. Et surtout la fête des Ignames. Donc, toutes ces régions-là, elles sont déconnectées parfois de ce qui se passe à la capitale. Elles ont, moi je me rappelle quand je vais par exemple à Kpalimé, si vous voulez, en termes de soft power, ce sont des choses qu'on néglige beaucoup, mais en termes de soft power, les jeunes de Kpalimé, lorsqu'ils mettent le câble, ce ne sont pas les mêmes chaînes qu'on regarde à Lomé. Eux, ils ont un autre type de câble, ils regardent d'autres chaînes, ils ont d'autres stars. Vous demandez à, je ne sais pas, Germain, je parle sous le contrôle de Germain, vous demandez à l'époque, vous pouvez avoir du succès à Lomé, vous êtes un artiste, attention, cela ne veut pas dire que si vous prenez votre artiste et que vous l'emmenez à Kara ou à Sokodé,
c'est un artiste de renom? Absolument pas, parce qu'ils ont leur propre biotope, ils ont leur propre manière de se développer, ils ont leur propre... Et par conséquent, ben, si vous voulez, il y a une démission des États. Et c'est dangereux parce que lorsque vous avez des groupuscules avec de nouvelles idées, avec de nouvelles prétentions, et surtout avec des armes qui vont circuler de pays en pays, avec une frontière poreuse, et ainsi de suite, et qui peuvent, comment dirais-je, un tant soit peu influencer les gens qui y vivent, influencer la jeunesse qui y vit, qui est désœuvrée, qui n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... C'est dangereux. Alors, Germain Pouli, on va donner d'abord la parole à Georges Eo. C'est vrai que le gouvernement béninois n'a pas encore réagi, mais on parlait déjà de 2 soldats tués, un djihadiste également tué. Il y a au moins 4 à 5 blessés. Inquiétude. Vraiment inquiétude, puisque vous savez, c'est pas aujourd'hui. Quand nous écoutons ce qui se passe au Burkina, au Niger, au Mali, ça, je pense que ça interpelle tous les États. Qu'est-ce qu'ils doivent faire selon vous? Non, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Il faut se concerter. Oui, il faut se concerter, mais il y a énormément de travail à faire. Comme Oris vient de développer, vous savez, le terrorisme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut combattre comme ça du jour au lendemain. Et ce n'est pas des groupes armés, rébellions, où ils forment un camp, où on peut facilement les voir. Non, c'est des gens, en fait... qui se nourrissent de la pauvreté, de plusieurs facteurs. La pauvreté, la religion, comme il a dit, l'éducation. Vous savez, nos frontières aujourd'hui, non seulement qui sont poreuses, mais nos frontières aujourd'hui. Vous pouvez passer des moments où effectivement les contrôles ne sont pas de telle manière à déceler, puisque c'est des personnes. Je peux un frère. Oui, en fait, ce que je voudrais dire, c'est pas par rapport au contrôle. Je voudrais dire tout simplement que vous pouvez trouver un frère, un concitoyen comme ça, mais il est pro-djihadiste. C'est lui qui est la tête qui informe les djihadistes. C'est lui, il a accepté s'engager. Donc, du coup, qui commence par la base. Donc, du coup, oui, qui commence par la base. C'est très important. Parce que, vous savez, au niveau local, nous avons des ONG, des organisations d'État et des organisations de société civile qui sont très proches des populations. C'est pour cela que quand vous voyez les rapports de certaines organisations, ce sont eux qui alertent les États, puisqu'ils travaillent avec les populations à la base. Vous n'êtes pas sans savoir que, entre-temps, je crois que ça doit être en 2016 ou bien 2017, il y a une organisation qui avait sorti, qui avisait les pays du Golfe de Guinée, comme quoi les djihadistes ont un plan, celui d'avoir au moins l'accès au Golfe de Guinée. C'est-à-dire que c'est le plan qui est mis en exécution. Vous voyez ce qui s'est passé au nord du Togo. Vous voyez l'opération qui a été diligentée par les 4 pays. Aujourd'hui, il faut que la population civile soit associée. Et l'éducation, comme l'a dit Horus, est véritable. Parce que vous savez, les djihadistes, ils sont très futés. C'est des gens qui enrôlent les jeunes facilement avec l'argent, avec le lavage de cerveau, la mentalité. Mais il faut que les gouvernants travaillent avec les responsables religieux. Puisque vous savez, les djihadistes, quand ils revendiquent leurs attaques ou bien dans leurs messages, périodiquement, qu'est-ce qui ressort? C'est la religion. C'est très important que les gouvernants travaillent avec les responsables. On ne parle pas trop de la religion. On ne parle pas trop de la religion, mais quand ils revendiquent les attaques, soit l'extrémisme et tout, c'est-à-dire que ça a aussi une fondation sur la religion. Et quand ils revendiquent les attaques, c'est ce qu'ils disent. Donc du coup, c'est effectivement des pistes sur lesquelles il faut travailler.
Donc il faut faire en sorte que la population soit engagée à la base. Et c'est les groupes qui sont proches de ces populations-là qu'on organise. Et les groupes qui sont proches, il y a les églises, il y a les mosquées. Il faut, parce que quand ils viennent, ils se logent dans les mosquées, soit dans des églises. Et ce sont ces acteurs-là qui pouvaient facilement distinguer les étrangers qui entrent dans leur mosquée. Et le pourquoi il est venu, il peut discuter véritablement avec un imam. C'est très important, puisque avec les armes seules, on ne pourra jamais aller. Sinon, vous voyez les Boko Haram au Nigeria depuis des années, ça doit être éradiqué. Vous voyez avec G5 Sahel, ça doit être éradiqué. Ce que nous sommes en train de... La Libye. Donc, du coup, il faut que l'État béninois, que ce soit nous aussi au Togo, nous apprenions de ce qui s'est passé au niveau des autres États et que nous ne retombions pas ou bien nous ne fassions pas les mêmes choses ou les mêmes erreurs pour que le terrorisme prenne notre territoire. Vous pensez qu'il faut aujourd'hui aussi, Germain Pauly, un autre prisme du combat face au djihadisme? Oui, non, je pense que les spécialistes de la question élaborent déjà des stratégies, mais ça reste un combat très difficile parce que l'ennemi n'a pas de visage. On n'arrive pas à le localiser. C'est vrai que là, on a parlé de l'opération Koundalou dernièrement, où quelques bases djihadistes au Burkina Faso ont été neutralisées, et plusieurs présumés djihadistes ont été arrêtés. Et là, ça a été une collaboration, une coordination entre au moins 4 pays, plus d'autres pays occidentaux ou étrangers dont on n'a pas forcément cité les noms, peut-être qui ont pu aussi apporter des renseignements, mais généralement, ce n'est pas des adversaires qu'on arrive à localiser, ils surgissent, ils opèrent et ils disparaissent, donc sans laisser de traces. Donc on en est arrivé à penser que beaucoup sont recrutés dans la localité où ils sévissent, au point de bien connaître le terrain et de venir exécuter et repartir. Mais ce n'est pas aussi simple. Donc, vous voyez, les spécialistes des questions sécuritaires, dans le cas du Togo, par exemple, ont mis en place un comité interministériel de prévention de lutte contre l'extrémisme où on a essayé d'associer toutes ces personnalités dont vous avez parlé pour faire ce travail-là. Mais il y a aussi un travail, c'est celui de lutter contre la pauvreté. Parce que certains prennent facilement les armes parce qu'ils se disent pauvres, ils se disent et oublier, les oublier dans les États. C'est vrai que c'est un argument qui ne tient pas la route, mais ça sert aussi d'argument aux recruteurs. Donc quand ils passent ce message-là, d'où l'importance, et ça a été souligné dernièrement par le président togolais, par exemple, qui a dit dans les zones exposées, il faut des actions urgentes pour lutter contre la pauvreté. Et dans ces zones-là, les infrastructures, sur le plan économique et tout ça, il faut que les jeunes trouvent du boulot. Mais au-delà de tous ces aspects, il y a aussi le banditisme aussi qu'il faut signaler. Vous savez, certains se disent djihadistes. On en a vu au Nigeria des gens qui n'étaient pas du tout musulmans, mais qui se sont retrouvés dans des groupes qui se revendiquent de l'islam. Donc il n'en est rien du tout. Aujourd'hui, c'est un peu facile de recruter des gens, de les armer depuis que beaucoup d'armes sont arrivées facilement de la Libye. Et donc aujourd'hui, les armes, ça circule et les individus qui les ont sont des bandits en réalité, parce que même quand au Burkina et ailleurs, quand ils vont dans des villages, ils pillent ces villages. Après nous avoir tués, les gens, ils pillent, il incendie. Voilà, donc ça aussi relève un peu du gangsterisme. Et les autorités, c'est vraiment nouveau, ces nouvelles menaces. Avant, on entendait parler, et quand on entend parler de ça, c'est peut-être en Israël. Après, on a vu un peu aux États-Unis, un peu en France, on a vu un peu par moment en Égypte, on voit un peu. Après, on a vu Boko Haram.
Et après la chute de Kadhafi, on a vu un peu ce qui s'est passé donc, dans nos pays. Et là, actuellement, il n'y a que 2 pays qui sont un peu épargnés, qui le sont presque, qui ne le sont plus, le Togo et le Ghana, parce que déjà en 2019, il y avait des touristes qui avaient été enlevés donc, dans cette même partie au Bénin, avec leur guide béninois. Il y a eu des attentats déjoués, des attaques déjouées au Ghana, à 2 ou 3 reprises déjà, voilà au Togo. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus un seul pays de toute cette zone-là qui n'est plus menacé. Et le Bénin, qui, avec le Togo et le Ghana, se disait menacé mais pas touché, le Bénin vient d'être touché de plein fouet. C'est un peu décevant aussi que le Bénin ne fasse pas partie de cette initiative prise à Accra avec l'opération Kundalgu qui a eu quand même, qui a permis de ratisser. Le président Patrice Talon compte sur ses propres moyens, ses propres forces. Bon, je pense que le président Talon fait une grave erreur en s'éloignant un peu de ses voisins, parce que là, avec le Nigeria, il a créé une situation qui n'est pas en bon terme avec ce pays-là. Il y a une menace aussi qui vient de là, qui est beaucoup arabe. Maintenant, il y a des menaces qui viennent du nord. Et donc, même avec le Togo, ce n'est pas la grande forme. On voit des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Burkina. Pourquoi il n'y a pas le Bénin dans ce choix que Patrice Talon doit revoir sa copie et se dire que ce n'est pas un combat qu'on peut mener seul. S'il y a eu le G5 Sahel pour ces pays comme le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Burkina et autres, c'est parce que ça concernait tous ces pays. Donc aujourd'hui, les pays côtiers qui étaient épargnés ont créé aussi un cadre de lutte collective et donc il faut que le Bénin rejoigne ce cadre-là, fasse l'effort. Ça, c'est dans son intérêt. Je pense que si cette opération avait couvert le Bénin, peut-être, bon, je ne dirais pas que le pays n'aurait pas eu ce qu'il y a eu, mais peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe au Bénin aussi doit faire peur au Togo, parce que là, il y a 2-3 semaines, l'attaque n'a pas abouti. Et il y a 2 jours, l'attaque au Bénin n'avait pas abouti avant que ça s'en arrive. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut compter sur la collaboration des populations. Parce que, comme je le dis, c'est au sein des populations qu'on recrute. Et si les populations ne collaborent pas avec les forces de sécurité, vous le permettez, on ne pourra pas. Je sais qu'Auris aussi a encore des choses à dire. On marque une petite pause et on revient pour la suite.